Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi de Portugal, João II, dont le règne est essentiel pour la construction et l'affirmation de l'Empire portugais. En effet, le règne de João II marque une transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Il s'inscrit également dans une volonté de centralisation et d'affirmation de la monarchie face à la noblesse. Son règne marque également le début des grandes découvertes et il est le fondateur de l'Empire planétaire portugais. Vous voulez en connaître plus sur João II? Venez avec moi. Jouan II a l'occasion de monter sur le trône de Portugal à l'âge de 22 ans, succédant ainsi à son père après son abdication en 1477, pour aller chercher de l'aide auprès du roi de France Louis XI. Plus qu'un règne ou une passation de pouvoir, il faut le comprendre comme une régence en l'absence du roi, préparant également le futur Jouan II à son rôle de roi à la mort de son père. Cependant, Jouan II ne reste pas longtemps seul à la tête du Portugal. Son père, Afonso V, revient et reprend le pouvoir pour se lancer à l'assaut de la Castille. Il l'accompagne durant les campagnes d'Afrique, où il fut armé chevalier par son père Afonso V. Après la prise d'Arzila le 21 août 1471, Jouan II participe également le 2 mars 1474 à la bataille de Toro, durant l'offensive contre la Castille, guerre perdue par Afonso V. Bien qu'il fût relativement bref, le règne de Jouan II est marqué par une volonté de centralisation et d'imposer le pouvoir monarchique à l'ensemble de l'aristocratie, encore féodale et insoumise au pouvoir royal. Il réforme également la monnaie pour la rendre plus stable. Le règne de Jouan II est marqué également par une forte impulsion au voyage en mer. Éloigné de la cour, Jouan II est élevé à l'abri de l'influence extérieure et des intrigues. Les nobles, à commencer par les deux plus puissants, Fernando II, duc de Bragance, et Don Diogo de Avise, duc de Viseu et cousin de Jouan II, ont peur de perdre leur influence et leur pouvoir. Dès son avènement, Jouan II prouvera qu'ils avaient raison de craindre pour leur puissance. Jouan II décide de retirer le pouvoir à l'aristocratie, afin de le concentrer entre ses mains, renforçant ainsi la monarchie. Mais au début, le roi adopte une position d'observateur pour jauger et se faire une idée des forces d'opposition. Des lettres de plainte et de demande d'intervention ont été échangées entre le duc de Bragance et les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Cependant, un messager du duc de Bragance livre au roi Jouan II la correspondance compromettante avec les rois catholiques. C'est Jouan II en personne qui arrête le duc de Bragance à Évora. Il a été jugé pendant 22 jours par 21 juges, nobles et chevaliers, avec le roi assis au sommet et dans certaines séances avec l'accusé à ses côtés. Le vote, qui a commencé par un discours de Jouan II, a duré 2 jours et s'est terminé par la condamnation à mort du duc de Bragance. Le lendemain, le 20 juin 1483, il fut décapité sur la place d'Évora devant le peuple. Le duc de Viseu, Don Diogo de Avise, cousin beau-frère de Jouan II et gouverneur de l'ordre de chevalerie du Christ, élabore un plan pour poignarder le souverain lors de son débarquement à Setúbal. L'une des personnes impliquées dans le complot avertit Jouan II, qui a décidé de voyager par voie terrestre, rendant le plan des conspirateurs irréalisable. Il envoya ensuite le duc de Viseu au palais de Setúbal et le fit poignarder. Après avoir éliminé son beau-frère, le roi envoya 2 émissaires à la mère du duc pour lui communiquer ce qui s'était passé. Il appela également un frère du défunt, Don Manuel de Avise, et lui explique qu'il avait poignardé le duc parce qu'il voulait le tuer, lui promettant que si le prince Afonso meurt, et qu'il n'y avait pas d'autre fils, Don Manuel de Avise serait l'héritier de tous ses royaumes, et lui passa également le gouvernement de l'ordre du Christ. Ce qui arriva effectivement en 1495. Jouan II meurt sans fils, et Don Manuel de Avise devient roi sous le nom de Manuel Ier. Sous son règne, le Portugal atteindra les sommets de sa puissance, de son extension territoriale et de sa richesse, déterminant la construction d'un comptoir de commerce afin de favoriser l'afflux d'or et de ressources au Portugal.
Initié par son grand-oncle, l'infant Don Henrique, le navigateur, les découvertes portugaises seront sa priorité, ainsi que la recherche d'une route maritime vers l'Inde, afin d'éviter la route de la soie, qui n'est pas toujours sécurisée et qui se trouve aux mains de l'Empire ottoman, et demandant un temps considérable pour faire l'aller et le retour. Le traité de Tordesillas est conclu afin de diviser la terre, découverte et non découverte par les deux couronnes en dehors de l'Europe. Ce traité est né à la suite de la contestation portugaise des revendications de la couronne de Castille, résultant du voyage de Christophe Colomb, qui, 1 an et demi auparavant, avait atteint le Nouveau Monde. Les territoires à l'est de la ligne de démarcation appartiennent au Portugal et les territoires à l'ouest à la Castille. Le Portugal et la Castille se partagent donc le monde. Son seul fils est un bâtard, Don George de Lancaster, duc de Coimbra. Mais, avant de mourir, Juan II décide, pour la stabilité de la couronne, de choisir son cousin, Manuel de Viseu, duc de Beja, comme successeur, prenant le nom de Manuel Ier. Malgré un règne de 10 ans, Juan II est essentiel au niveau politique national, mais aussi bien international. Comme on l'a vu, il a mis à genoux et sous obéissance la noblesse. Mais également, il a assuré au Portugal la naissance de ce qui deviendra, avec son successeur Manuel Ier, l'Empire planétaire portugais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres contenus et mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous.